travaille comme radariste sur cette même frégate. Le West Deep est parti en mars dernier pour une mission de 3 mois et demi. Il s'agissait d'un exercice international baptisé Westland. Une de nos équipes est montée à bord dans la mer des Caraïbes pour assister à des exercices de tir avec des munitions réelles, entre autres un tir de missile Exocet. Au port de Brest, le 28 février dernier, une de nos frégates, le West Deep, charge à son bord un armement quelque peu inhabituel. Il s'agit d'un missile de type Exocet. Nos frégates sont pourtant équipées depuis toujours de ce système de missiles mer-mer. Ces missiles, largement utilisés lors de la guerre des Malouines, sont redoutables et très efficaces. En tout cas, c'est ce que leur réputation nous en dit, car notre marine n'en a jamais tiré. Et pourtant, le West Deep n'est pas le premier à s'en aller pour tenter l'expérience. En novembre 1995 déjà, une autre de nos frégates, le Wandelar, avait effectué le déplacement destination la base navale américaine de Roosevelt Roads à Puerto Rico. Le Wandelar participait alors à un exercice multinational appelé DSEX 95. L'objectif numéro 1 était de pouvoir tirer 2 de ces missiles, et tout le caractère opérationnel de la frégate allait être mis à contribution. Le Wandelar est une frégate de conception anti-sous-marine. Donc, nous sommes équipés de torpilles françaises, nous sommes équipés de lance-roquettes, nous sommes équipés également d'un système de leurre contre sous-marins. Alors, dans la version et dans les armes antiaériennes, nous avons un canon, nous avons des missiles antiaériens américains 6 Sparrow. Donc, nous avons également contre bâtiments de surface un type de missile qui est très connu, qui est le missile Exocet, un missile français, avec encore quelques petites autres armes comme des armes portatives, des mitrailleuses .50 et des chaff qui sont des leurres antimissiles à paillettes. Nous sommes en plein exercice des sexes. 5, 4, 3, 2, 1. Et pratiquement tous les systèmes utilisés. On tire par exemple des Sea Sparrows, qui sont des missiles assignés à des cibles aériennes. Ils ont une portée de 16 km et volent à une vitesse de 460 mètres par seconde. Ils constituent la défense anti-aérienne de la frégate, efficace et redoutée. Chaque frégate dispose à bord de 8 missiles de ce type. Au moment des tirs, l'équipage est sur la brèche. C'est l'effervescence à la passerelle. Les contacts sont nombreux et il ne faut pas manquer les cibles. Le canon 100 mm est assigné à des buts aériens ou de surface. Il peut tirer jusqu'à 80 coups par minute. Sa portée est de 5,5 km en aérien et 15 km en surface. Il sert également au bombardement côtier. Durant tout l'exercice, il faut faire face à des situations dangereuses. La frégate est sur le qui-vive. Les attaques sont nombreuses et l'escadre multinationale doit se défendre et contre-attaquer. Le commandement de cette escadre doit apprendre à manœuvrer ce grand nombre de navires et à coordonner l'ensemble des tirs. Car c'est durant ce genre d'entraînement que l'on travaille la coopération multinationale qui sera l'arme de demain. Pour ce faire, la zone d'opération est gigantesque. Les navires doivent donc se déplacer rapidement. L'occasion pour le Wandelar de faire des pointes à la vitesse maximale de 28 nœuds. Le moteur est alors à pleine puissance. Cette manœuvre navale permet donc effectivement la mise en œuvre de possibilités opérationnelles de la frégate. Et c'est dans ce cadre que le Wandelar va tirer ses 2 Exocets, une grande première. 5, 4, 3, 2, 1, launch. Les missiles ne sont pas partis. Donc tout s'est déroulé parfaitement jusqu'à la mise à feu du missile, qui ne s'est pas faite. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais à première vue, il semble que ce soit un problème au niveau du missile même, éventuellement. C'est la première fois là, en fait, qu'on tirait des Exocets. D'arriver à ce stade, d'avoir tout en main, et puis de ne pas voir le missile partir, ça déçoit quand même. Peut-être en premier lieu. 1 an et demi plus tard, après révision des missiles et du système, c'est donc le West Deep qui a reçu la délicate mission de tenter à nouveau de tirer l'Exocet. Il participe alors dans l'escadre belgo-néerlandaise à l'exercice Westland 97 qui se déroule de mars à juin. Les tirs s'effectuent de nouveau à la base de Roosevelt Roads. Ce n'est pas un hasard,
Cette base offre d'énormes possibilités d'entraînement. Ces stands sont conçus pour tirer tous les types de munitions des frégates. Les tirs font ici l'objet d'un contrôle minutieux. D'ailleurs, un Range Operation Center, ou centre des opérations des stands, est chargé de leur bon déroulement. Chaque munition réelle tirée fait l'objet d'un suivi jusqu'à sa cible. Tous les mouvements des navires sont étudiés. Les zones de tir sont sans cesse surveillées et dégagées éventuellement en cas de problème. Bref, toutes les mesures sont prises pour que ces entraînements puissent se dérouler dans des conditions de sécurité optimales. Lors du Westland 97, le West Deep est détaché de l'escadre belgo-néerlandaise durant quelques jours. Il rejoint la frégate allemande Brandenburg pour tirer ensemble 3 exocets sous le commandement allemand de cette force commune. Le jour J est arrivé. Le compte à rebours peut enfin commencer. 5, 4, 3, 2, 1. Après lancement, ce missile vole à 300 mètres par seconde et il ne faut plus s'en occuper. Il est autodirigé, on le tire et on l'oublie. Pour les 2 navires, mission accomplie. Wij zijn de eerste fregat die effectief een exocet afgevuurd hebben. De reis is prachtig geweest. We hebben allerlei continenten gezien, we hebben veel meegemaakt. We hebben 3,5 maanden met de Nederlandse marine heel kort en heel dichtbij samengewerkt. Onze opdrachten zijn allemaal volbracht. We hebben onze exocet afgevuurd gelijk het zijn moest. Ik kan maar te zeggen dat ik zeer tevreden ben. Alors, commandant, le tir de cet exocet était un succès. Théoriquement, ça ne devait pas poser de problème, mais vous aviez quand même quelques soucis. Si, évidemment, ça a été important pour la marine belge que le lancement de l'exocet réussissait. Et la cause pour ça était bien claire qu'il y a 18 mois maintenant que la frégate Wandelare a essayé aussi de lancer un exocet dans la même zone d'exercice d'ailleurs. Et cet lancement n'a pas réussi. On a cherché la cause, et la cause était un problème technique avec un des amortisseurs des portes. On a trouvé cette cause, on a résolu le problème et heureusement maintenant le lancement était parfait. La Belgique possède des frégates, elle possède aussi des chasseurs de mines. Pour le commun un chasseur de mines, on voit très bien son rôle. Une frégate, c'est un peu moins clair. Pouvez-vous m'expliquer en fait qu'est-ce que c'est qu'une frégate et quel est son rôle? Le rôle primaire d'une frégate est la lutte anti-sous-marine. D'ailleurs, quand les frégates sont construites dans les années 75 environ, tous les armements, tout l'équipement qui était placé à bord était vraiment dirigé vers cette genre de guerre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des autres moyens pour se défendre. On a aussi des exocets et des 6 Sparrow et un canon 100 mm pour se défendre contre une menace aérienne ou une menace navale. Et pour la lutte anti-sous-marine, précisément, de quoi disposez-vous? Pour la lutte anti-sous-marine, on dispose d'abord un détecteur pour trouver le sous-marin, qui est d'ailleurs un sonar canadien. Et à part de ça, on porte des torpilles L5 et on a aussi un lance-roquette, c'est un jetteur de bombes avec des petits missiles. Mais ça sert plutôt pour la défense ou l'attaque d'un sous-marin qui a réussi d'être tout près. La mission première de nos frégates est donc bien la lutte anti-sous-marin. Pour cela, il faut s'entraîner. Nous avons envoyé une de nos équipes à bord d'une de ces frégates lors d'un exercice antique. Target course 140, 24 knots. Come to the course, starboard. Upgrade for me on the Vandelar. 10 degrees to course. 9 down. Actually 5.
Par sa grande mobilité et ses moyens de combat, la frégate peut effectuer un grand nombre de missions différentes. Avant tout, sa mission principale consiste en la chasse aux sous-marins. Et dans ce domaine, plusieurs éléments lui confèrent une certaine supériorité. De superioriteit is dat wij uiteraard dat wij wapens hebben die onderzeeboot op een zeker moment zouden kunnen killen. Dus ik denk dat die onderzeebootcommandant daar toch een klein beetje schrik van heeft. Een tweede voordeel is dat de onderzeeër ons niet ziet, wij zien de onderzeeër niet, maar hij is afgaan op bepaalde informaties die hij krijgt over zijn sonar, die dus akoestisch zijn. En het duurt wel een zekere tijd voordat hij weet dat wij naartoe gaan. Dus hij kan verrast worden door het feit dat hij misschien één aan het volgen is dan de andere hem langs de andere kant aanvalt. Pour cette mission spécifique, une frégate ne peut ir seule. D'une manière générale, à 1 contre 1, une frégate n'a pratiquement aucune chance. Ce qui fait sa force, c'est qu'elle travaille toujours en coordination avec d'autres moyens. Ceci varie suivant les missions. Il peut s'agir d'autres frégates, d'autres navires, voire même de moyens aériens tels que des hélicoptères ou des avions. C'est dans la combinaison tactique de ces différents moyens et surtout de leurs appareils de détection que réside le succès d'un combat contre des sous-marins. D'autant qu'il ne faut pas nécessairement détruire le sous-marin, seulement l'éloigner peut bien souvent suffire. One frigate on its own is quite vulnerable to us because he would need to transmit on sonar to hold our position. And once he does that, we know where he is. And some of the weapon systems we have on board, we can sink him at further range than he could really have a go at sinking us. 2 frigates, one transmitting on sonar, holding our position, and the other one being very quiet, not transmitting and closing to drop a torpedo would be a bigger danger. But really, they would need to be hunting in pairs to represent a real threat to us. En combat naval, les sous-marins représentent une menace réelle. Le repérage de leurs attaques n'est pas facile, leurs cibles sont en effet souvent variées et difficiles à protéger. Sans protection, les navires marchands sont par exemple des proies faciles. Ils seront donc protégés suivant l'importance de leur cargaison. Il en va de même pour les objectifs stratégiques importants tels que des ports ou des estuaires. Mais bien sûr, les cibles privilégiées restent tout de même des bâtiments de grande valeur tels que des porte-avions. D'autant que ceux-ci représentent également une grande menace pour les sous-marins en raison des moyens aériens dont ils disposent. Les sous-marins sont très mobiles et autonomes. À l'heure actuelle, ils peuvent même rester immergés jusqu'à 2 semaines. De plus, comme ils travaillent la plupart du temps en solo, leur détection est vraiment difficile. C'est pourquoi, lorsqu'on les a repérés, il n'est plus question de les lâcher. La chasse aux sous-marins s'apparente bien souvent à une contre-attaque car ces cibles potentielles sont protégées. Lorsqu'il s'agit de navires marchands ou de forces maritimes, la protection se fait en formant des convois. La tactique consiste à dresser un dispositif de surveillance, avec notamment des frégates, autour des navires à protéger. Le but de cet écran est de créer une zone défensive contrôlée par les radars, les sonars et autres moyens de détection. Le sous-marin doit pénétrer cet écran pour pouvoir tirer. C'est en principe à ce moment-là qu'il est détecté. Il est alors pris en chasse. La réaction doit être rapide et agressive car celui-ci est déjà bien souvent en position de tir. La première réaction sera de dérouter le convoi et d'attaquer sans relâche le sous-marin. Tous les moyens sont mis en œuvre, même les avions Orion et les sonars qu'on immerge à partir des hélicoptères. Et pour l'anglais, le frégate possède alors 2 types d'armement, la torpille propulsée électriquement et autoguidée acoustiquement et les roquettes autopropulsées. Ces 2 armes sont très efficaces. Vue. Pour garder leur efficacité et leur réputation, nos frégates doivent beaucoup s'entraîner. Elles participent donc à de nombreux exercices internationaux au sein de l'escadre belgo-néerlandaise. Feu, 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 van Roemstak!
Durant ceci, l'opérationnalité du navire est mise à contribution 24 heures sur 24. De nombreuses simulations sont organisées, parmi lesquelles l'alerte incendie s'avère la plus fréquente. En raison de l'électronique de bord, des combustibles et de sa superstructure en aluminium, le feu reste l'ennemi numéro 1 d'une frégate en mer. Elle peut même carrément fondre si celui-ci atteint des températures élevées. 2 équipes d'environ 25 hommes se relayent ainsi toutes les 6 heures. Une équipe est donc toujours prête. Le sous-marin et le feu sont donc les 2 principaux ennemis de la frégate. L'un comme l'autre doivent être combattus avec professionnalisme. Et l'un comme l'autre nécessite un entraînement approprié, mais surtout régulier. C'est pourquoi, de temps à autre, on peut apercevoir un sous-marin, comme ici remontant l'Escaut. Commandant, on vient de voir l'art et la manière de chasser le sous-marin, c'est très bien, mais y a-t-il encore des sous-marins à chasser? Certes, il y a encore des sous-marins dans le monde, mais depuis que le monde bipolaire n'existe plus, ça devient plus difficile pour savoir où il se trouve. Et certainement, avec la prolifération des sous-marins ex-soviétiques, la situation n'est pas tellement claire. Ces dernières années, les frégates belges sont allées beaucoup dans les mers étrangères, en Adriatique et dans le golfe Persique. C'était pour quel genre de mission? On participe au contrôle des embargos. Les embargos qui sont opposés par l'UNO pour prendre des mesures internationales en ce qui concerne le contrôle de certains pays qui ne veulent pas respecter les règles dans le monde. C'est cela. Eh bien justement, nous allons voir un reportage qui nous explique un peu en quoi consistent ces missions de contrôle d'embargo. Ces dernières années, notre marine a participé à plusieurs opérations de contrôle d'embargo maritime en mer Adriatique et dans le golfe Persique. Même si les frégates n'ont pas été conçues pour effectuer ce type de mission, elles n'en restent pas moins des outils fort appréciés en la matière. De par leur mobilité, leur rapidité et leur capacité d'intervention, elles se sont en effet révélées fort efficaces. C'est en 1992 que les Nations Unies décrètent un embargo sur l'armement et les produits susceptibles de prolonger le conflit en ex-Yougoslavie. L'OTAN et l'Union de l'Europe occidentale reçoivent ainsi la charge du contrôle du transport maritime en mer Adriatique et du respect des résolutions de l'ONU. Les frégates belges se relayent alors pour mener à bien cette lourde tâche. Cette participation ne ressemble pas à un voyage d'agrément. De operatiezone is opgedeeld in 2 delen. De zone Otranto en de zone Montenegro. De grote verschillen tussen de zone Montenegro en Otranto zijn dat in Otranto het accent ligt op het controleren van de scheepvaart. Dus de borden, dat we zeggen. Daar waar in Montenegro het accent ligt op de gereedheid van de wapensystemen, gezien de geringe afstand van de kust. La première phase du contrôle consiste en un contact radio visant à établir l'identité, la cargaison et la destination du navire qui croise dans le secteur dévolu à notre frégate. Si un doute quelconque subsiste, un abordage est effectué. C'est alors la deuxième phase du contrôle. This is Watchman 912. Good afternoon, sir. I'm operating in support of United Nations resolutions. I request your first geographical position, over. Quand les conditions météo le permettent, une équipe de contrôleurs se rend à bord du navire suspect. L'officier se rend sur la passerelle pour vérifier les documents de bord, identité, cargaison et équipage. Pendant ce temps, le reste de l'équipe entreprend la fouille systématique du bateau. En liaison radio permanente avec l'officier de contrôle, ils peuvent ainsi vérifier la concordance avec le chargement. Lorsqu'une infraction est constatée, l'équipe avertit les gardes-côtes italiens. Ceux-ci interviennent alors et conduisent le navire dans un de leurs ports pour prendre les mesures qui s'imposent. Et lorsque tout est en ordre, ce qui est le cas le plus fréquent, l'officier inspecteur donne le feu vert au commandant de bord avant de se retirer. Ces opérations en mer Adriatique, baptisées Sharp Vigilance, Sharp Fence et Sharp Guard,
se sont déroulées sur une période totale de 2 ans. Pour ne donner qu'un exemple, le Wandelar, qui y a participé pendant 6 mois, a interrogé 350 bâtiments de commerce, effectué 45 abordages et conduit 19 navires dans les ports italiens. La deuxième grosse participation belge à ce type d'opération a eu lieu dans le golfe Persique. Nos frégates y ont participé 2 fois en l'espace de 5 ans durant les opérations Southern Breeze 1 et 2. Depuis la fin de la guerre du Golfe, seule l'aide humanitaire et les médicaments pouvaient être apportés en Irak si les États-Unis marquaient leur accord. Ceci est également valable pour les exportations. La tâche de nos frégates est ici bien différente. D'abord, la zone à contrôler est plus précise. Il s'agit de surveiller les 2 principales voies d'accès, à savoir l'entrée du corps Abdallah et le châtel arabe. Ensuite, cela fait bien longtemps que l'on n'y croise plus que des embarcations en bois. Celles-ci, appelées dhows, naviguent bien souvent vers l'Iran. Mais de temps à autre, certaines cargaisons pourraient bien être destinées aux voisins irakiens. Et cela, c'est interdit. Le travail s'apparente alors en grande partie à celui effectué en Adriatique. Cependant, les équipes d'abordage rencontrent des problèmes inédits. Il est fréquent que les équipages des navires abordés ne connaissent pas un mot d'anglais. De plus, la température dans cette région frôle toujours la barre des 35 degrés à l'ombre. Alors, contrôler 5800 sacs de riz de 50 kg pièce se mue en un véritable travail de titan. Une frégate ne participe d'ailleurs jamais seule à ce genre de mission, il s'agit en fait d'un travail d'équipe. Les 5 navires chargés du contrôle ont chacun une zone d'action bien définie, et c'est dans cette zone qu'ils cherchent les contrevenants éventuels. La recherche commence aussi à ici, centre d'information et de combat de la frégate. Les intrus détectés sont alors suivis à l'aide de puissantes jumelles. C'est à ce moment que les premiers contacts radio ou lumineux sont établis. C'est suivant les résultats de ceux-ci que le navire sera abordé ou pourra poursuivre sa route. La participation de nos frégates dans le Golfe a pris fin en décembre 1995. Vu leur expérience en ce domaine, il n'est pas impossible d'en retrouver à nouveau une l'an prochain dans le Golfe. Christian, vous êtes sous-officier radariste à bord du West Deep. Expliquez-moi un peu quelles sont vos fonctions là. Donc, je suis radariste effectivement à bord du West Deep. Nous travaillons dans le centre d'information de combat d'une part, donc le CIC. Nous avons 3 consoles à notre disposition. La console surface, de laquelle nous surveillons le trafic donc des bâtiments de surface. Nous rapportons également à la passerelle à l'officier de quart les courses de collision, donc c'est pour la sécurité du bâtiment. Nous avons également à notre disposition la console aérienne, donc c'est pour surveiller le trafic aérien. Et nous sommes également en liaison, en relation avec les sonaristes. Donc là, vous l'avez deviné, c'est pour la 3e console, pour la lutte anti-sous-marine. Et nous travaillons également à la passerelle sur le radar de veille, le radar de navigation, ainsi que sur les cartes maritimes. Voilà, en général, un aperçu de la fonction radariste à bord. Vous êtes un véritable homme orchestre alors? Pas tout à fait, chacun a sa fonction à bord. Je pense que dans le CIC, nous ne sommes pas les seuls. Il y a également des sonaristes, des artilleurs, un signaleur, etc. Il y a beaucoup de personnel dans le CIC qui travaille. Nous sommes un team en réalité. Et chacun fait sa fonction et fait son travail du mieux qu'il peut, bien sûr. Je suppose que les journées de travail ne sont pas organisées en 8 heures de travail et le reste repos. Non, certainement pas. Donc nous avons un quart 6 on, 6 off. Donc 6 heures effectifs, 6 heures stand-by comme on appelle. Donc durant les 6 heures, nous faisons notre fonction, nous exerçons notre travail. Et durant les 6 heures stand-by, nous avons donc le temps de dormir, de se laver, de manger. Également pour les loisirs, un peu de lecture ou du sport dans le torpédorome, etc. Ce genre de vie, vous le menez quand même pendant de nombreux mois. Ce n'est pas plutôt un métier destiné aux célibataires? Je veux dire que c'est plutôt une vocation en fait, il faut le choisir. Parce que quand on est navigant, on part 6 voire 7 mois par an. Donc il faut quand même que ça vous plaise, bien sûr, autrement c'est l'horreur. Hein. Bon, si vous n'aimez pas... Et pendant les 6 heures où on est en dehors du service, on ne s'ennuie pas? Pas du tout, ça on n'a pas le temps de s'ennuyer, il faut dormir déjà, ça c'est une chose importante. Puis il faut, vous avez le temps d'occuper vos loisirs bien sûr, hein. Vous pouvez, vous êtes tout à l'heure, lire ou faire du sport, discuter,
faire même une belote, vous faites ce que vous voulez. Une fois que vous êtes libre, vous allez dehors, contempler le soleil, l'horizon, vous faites ce que vous voulez quand vous êtes stand-by. Eh bien, nous allons à présent regarder un reportage qui a été en partie réalisé par l'équipage du West-Diepe sur, justement, la vie à bord. L'équipage d'une frégate compte en moyenne 160 membres. Ce sont donc ces 160 personnes qui se partagent l'espace habitable du navire. La frégate mesure 106 mètres de long pour 12 de large. En plus des munitions, de l'eau et du carburant, toute la logistique du navire se trouve à bord. Que ce soit nourriture, pièces de rechange ou équipement en tout genre, il faut que tout soit bien rangé. Une place pour chaque chose à sa place. Ce n'est d'ailleurs pas uniquement une question de rangement et d'espace pour vivre, c'est également une question de sécurité. En effet, par mauvais temps, n'importe quel objet devient bien vite la source d'accidents graves, voire mortels. De même, pour que tout ce petit monde se sente bien, il faut une bonne organisation de bord, d'autant qu'il s'agit avant tout d'un bâtiment de guerre. Le travail s'organise donc en quart. Het systeem is 6 op 6 af. Dus dat wil zeggen dat je 6 uur effectief van wacht bent en dat je 6 uur vrij bent. Maar op die 6 uur vrij moet je nog wassen en eten. Dan kunt je rusten, maar komt er weer een uur op voorhand wakker maken waar je terug moet wassen, eten en weer 6 uur effectief je wacht moet vervullen. Cet horaire est valable pour tout le monde à quelques exceptions près. La boulangerie du bord en est une parmi quelques autres. Moi, en fait, j'ai pas d'horaire. Du moment que je sais faire partie des exercices, c'est le principal. En général, quand on fait un transit, des longs transits de plus de 10 jours, je travaille la nuit. Et quand c'est des petits transits de 2-3 jours, là, je travaille la journée, ça sert à rien. Je serais plus fatigué que si je travaillais la nuit. L'horaire des cuisiniers est une autre exception car les repas sont servis à des horaires dépendants du système de quart. En dehors du boulot, l'équipage est en stand-by. Il se détend alors comme il peut. Le sport est une possibilité, jouer de la musique en est une autre. Pour le reste, chaque catégorie de personnel possède un coin de détente où il est possible de visionner des vidéos, lire des bouquins ou simplement discuter le coup autour d'un bon verre. Bref, chacun est libre d'organiser son temps comme bon lui semble. Il en va de même lors des escales. Ceux qui ne sont pas de service sur le bateau peuvent sortir et profiter un peu. Tourisme et divertissement en tout genre sont au programme. Ainsi, par exemple, lors d'exercices multinationaux, il n'est pas rare qu'un gigantesque barbecue réunisse tous les équipages de l'escadre. La durée des missions varie très fort suivant la nature de celle-ci. Il n'empêche, quel que soit le temps passé à bord, le retour au port reste toujours un grand moment d'émotion. Christian, vous êtes francophone, ça ne vous a pas causé un problème de venir travailler à la côte? Non, pas du tout. Je veux dire, hormis la distance entre mon domicile et mon lieu de travail, le régime linguistique ne m'a pas du tout dérangé. Je me suis très bien intégré. Je m'entends bien avec tout le monde, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je suppose que quand vous n'êtes pas à bord, vous ne faites pas le trajet tous les jours? Si, parce qu'on ne voit déjà pas son épouse pendant qu'on est en mer. Donc si on ne la voit pas non plus à quai, on ne la voit jamais. Donc il est certain qu'il faut faire un maximum de trajet quand on est à quai. C'est de rapprocher au maximum son domicile, son lieu de travail, bien sûr. C'est pas toujours évident non plus, il faut l'accord de sa compagne, etc. Et justement, votre compagne, elle a quand même mis un peu du sien pour permettre... Certainement, déjà elle accepte que je navigue, c'est déjà très bien, c'est déjà un bon point. Maintenant, c'est un autre pas à franchir pour aller habiter en Flandre. Peut-être que ça va venir incessamment sous peu. Quand vous rentrez d'une campagne comme ça de 3 mois et demi de navigation, elle vous attend à quai? Certainement, oui. Il fait un grand sourire et c'est la fête quand on rentre, bien sûr. Eh bien, je vous remercie, commandant, merci bien. C'est ici que nous nous quittons. Le mois prochain, nous tenterons de tirer un bilan de 6 années.